Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé après ce beau sketch qui parle des contradictions que nous vivons tous les jours, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre troisième intervenant, Monsieur Sadq Sellam, l'historien de l'islam contemporain. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour. Bienvenue, Monsieur Sadq Sellam. Donc, c'est comme Monsieur Mustafa Saha. Vous êtes pour nous 12 sources d'informations de taille, chacun dans un domaine bien précis. Et ce jour, on va essayer, à travers plusieurs émissions, de parler de ces recteurs imams qui sont venus pendant une période. Donc, et après cette période, ça a évolué. Et on voit comme quoi on vit actuellement un début de fin de règne de ces imams recteurs, comme vous l'avez dit, islamo-affairisme sécuritaire maghrébin et oriental. Y a-t-il un exemple à traiter, M. Sadq Sellam, pour cette séance de ce jour? C'est un cas emblématique, d'autant plus prioritaire qu'il est le seul à s'intituler imam recteur. Sur sa carte de visite, depuis 15-20 ans, il met les deux titres avec un trait d'union. Ça rappelle le titre avec trait d'union de M. Jeloul Begoura à l'émission islamique, producteur-réalisateur, c'est-à-dire qu'il a le cachet le plus astronomique par rapport aux autres là, qui terrorisent en menaçant de les dénoncer au DRS à l'époque, etc. Or, c'est pas du tout la personnalité de l'arbitre du Tchad. C'est son histoire, là, qui a 42 ans. Parce que la mosquée de Tawa a été achetée, c'était les entrepôts de Bouchara, qui était un grossiste en textile, qui leur a vendu à l'époque à 600 millions de centimes. Le temps du franc et Bouchara les a mis au courant d'un plan de rénovation urbaine qui devait raser tout le quartier pour le rénover. Et il leur a dit, vous n'obtiendrez jamais une exception pour rester comme mosquée, mais si vous m'ajoutez 50 millions, comme dessous de table, je vous ramènerai l'autorisation de construire une mosquée en bonne et due forme. Et ils se sont exécutés en Ashby. Ça a commencé par un dessous de table illégal, c'est-à-dire un passif très conséquent, de 50 millions à l'époque. Et moyennant quoi, ils n'ont jamais obtenu l'autorisation. Ils ont même reçu une notification de la direction de l'urbanisme de la mairie de Paris de quitter les lieux pour permettre la rénovation du quartier. Et il a fallu toute une mobilisation. Moi, personnellement, j'ai écrit une lettre à Jacques Chirac. J'ai toujours la réponse. J'ai pris la défense de l'arbitre du Tchad en 88. Et les interventions ont fini par leur apporter une exception. Et ils ont eu l'autorisation de reconstruire au moment du changement de majorité à la mairie de Paris, à l'arrivée de Bertrand Delanoë. Or, Kechat, jusque-là, il avait une notoriété, un très bon niveau, inscrit pour une thèse, fréquentait les séminaires universitaires, etc. Et puis beaucoup de jeunes qui étaient déçus par le conformisme, les répétitions, l'ennui des autres des imams CCP, comme on dit en Algérie. Et ils préféraient aller soit pour le vendredi, soit pour le tarawih, dire l'arbitre, comme on l'appelle. Donc il y avait une estime considérable et méritée à l'époque. Mais il avait une activité occulte qui était la principale de ses activités, c'est-à-dire les départs en Orient, de tourner dans les petits golfs, qui se sont dévolus sur les Émirats plutôt que le Qatar. Ça, c'était clair. Et dès qu'il a ouvert la mosquée, les prières du Tarawih, c'était en hiver à l'époque. Donc le chauffage, l'éclairage restait jusqu'à minuit passé.
et il a eu une facture de l'EDF à plus salée. Alors, pour la payer, il s'est avisé d'annoncer qu'il allait assister des cours d'arabe. Il n'a pas pensé à l'enseignement. L'enseignement, c'est quand il a eu un problème financier, c'est pour taxer les parents. Bon. Ensuite, pour charger de l'enseignement annuel, c'est-à-dire les week-ends, là, pour les cours d'arabe et tout, il avait des dizaines, plusieurs dizaines d'étudiants de très grande valeur, qui avaient une révérence pour lui, qui venaient le voir, il l'aidait. Eh bien, il a négligé tout ce monde-là, il a fait venir le fils d'un milliardaire saoudien, qui est reparti en Arabie Saoudite sans jamais avoir appris le français, et c'est lui qui l'a chargé de s'occuper des cours d'arabe, uniquement pour mériter la générosité du père et des gens qui tournent autour de lui parmi les musulmans communs. Bon, ensuite, à un moment, il a demandé au professeur Hamidullah, qui faisait ses conférences depuis 20 ans, dans un petit local du 14e arrondissement de l'AEIF, l'Association des étudiants islamiques de France. Il lui a dit, j'ai une grande salle, il faut venir faire les conférences le week-end, c'est moi. Alors, Hamidullah m'a consulté. Moi, je ne savais pas tout. Je l'ai mis en garde. Ça, son entourage se plaint de lui. Lui, il n'est pas très net. Et je suppose qu'il veut dissimuler une activité occulte à finalité financière derrière le prestige d'un grand savant et de conférences. Alors, Hamidullah ne m'a pas écouté, mais 5 ans après, il m'a dit, mon frère, j'aurais dû vous écouter. Parce qu'il a vu de très près les ambiguïtés, les volte-face, les mensonges de Keshach. Hamidullah voulait le voir pour une affaire quelconque. Il le voyait monter dans son bureau. Et Keshach leur disait, dites-lui, je ne suis pas là. Et cette réponse, je ne suis pas là, elle était systématique. Elle était adressée à tous les gens avec lesquels il n'avait pas un intérêt financier. Bon. Et il avait le groupe d'ouvriers qui ont le mérite d'avoir ouvert la mosquée. Lui, c'était un bénéficiaire. Ce sont des gens qui étaient là depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme le cas de Adash, le cas de Tirlit, qui était le type des héros. Ils avaient une révérence pour lui. Ils appréciaient quiconque émettait une objection concernant le comportement de Keshach. Alors jusqu'à ce qu'il décide de s'absenter pendant presque une année, sans préavis, sans que l'on sache où il est. Bon. Et ils l'ont remplacé par un imam. Et lui, il avait fait, jusqu'à maintenant, on ne sait pas les raisons de cette absence, mais quand il met fin à cette absence, il vient à la prière du vendredi, où l'imam de remplacement était déjà en chair. Il a commencé sa repas. Et que ça vient, il s'introduit et lui dit, descends de là. Et il monte, lui interrompt sa repas. Donc, les gens ont commencé à s'interroger sur son autoritarisme. Il aurait pu attendre vendredi d'après. Non, il a humilié l'imam de remplacement devant des milliers de fidèles, parce que la mosquée contenait jusqu'à 6 000 personnes, voire plus. Et après, quand les ouvriers très pieux, là, ils ont eu quelques échos sur les raisons de son absence, il y en a qui ont dit la prière derrière Keshach n'est pas agréée par Dieu. Salat ghayr maqboula. Mais comme ils n'étaient pas théologiens, ils se sont adressés à Hamidullah. Et Hamidullah leur a dit indiquez-moi la personne qui le connaît le mieux en France. Ils lui ont indiqué Mohamed Ben Abdelkrim, qui était du même patelin que lui, à Zamoura, dans l'est de la Kabylie. Allô? Oui, je vous écoute. Oui. Je vous écoute. Parce que j'entends un peu. Non, oui. Je vous écoute. Je vous écoute parce que là, il faut bien préciser, on parle de ce dossier qui a fait la une du journal, même dans le journal Figaro, l'affaire de Imam M. Keshach. Vous parlez de la mosquée de la rue de Tanger, si j'ai bien compris. La rue de Tanger, Tawa, exactement. Et par cette occasion, donc comme ça les choses soient claires pour tout le monde, Monsieur Keshach, si vous êtes à l'écoute,
l'émission Arc-en-Ciel vous permet de répondre à tout ce que vous êtes en train d'entendre par l'intermédiaire de notre historien, M. Sadaq Sallam. Et si vous avez quelque chose à dire ou bien à échanger avec lui, vous êtes la bienvenue dès dimanche prochain pour clarifier davantage cette partie de l'histoire de l'islam de France. Très bien, mais ça m'étonnerait qu'il trouve à redire sur, ne serait-ce sur un mot, parce que j'ai tous les deux son dossier depuis. Parce que moi, je prenais des notes là quand il y avait une... Et ils peuvent venir vous rappeler comment moi je lui ai sauvé la mise quand un éditeur, l'un des plus vieux éditeurs, Adrien Maisonneuve, a porté plainte contre lui. D'accord. C'est moi qui l'ai amené chez Maisonneuve et je ai plaidé sa cause pendant 3 heures. Dans l'antichambre, il a fermé la librairie. Le chef n'a pas dit un mot. Et grâce à mon plaidoyer, il a retiré sa plainte. Donc, il a l'honnêteté de venir reconnaître ça. Bon. Mais quoi, j'espère qu'il aura le courage de venir. Écoutez, c'est l'objectif, M. Sadaq Sallam, c'est l'échange. Donc, on est dans un cadre d'échange. On va se rapprocher de la période restante. À un moment, il décide de raser la mosquée pour la reconstruire en bonne et due forme, avec un dôme, un minaret qui dépasse pas 25 mètres, etc. Et donc, il rase la mosquée, il obtient le permis de construire de la mairie de Paris, et l'adjoint de l'Anoé qui lui a accordé ce permis, quand il a vu les ambiguïtés, il a demandé à me voir. Et je lui ai pas dit le quart du 8e de ce que je dis. Je me suis dit, une mosquée en plus, c'est mieux qu'une mosquée en moins. Exact. Alors, qu'est-ce qu'il me... Parce que le bail, l'autorisation a duré limitée. Alors, elle était sur le point d'expirer, ils lui ont demandé des explications, il leur a dit non, le chantier est en cours et tout. Ils sont venus vérifier, il a fait semblant il a fait venir des bétonnières, etc., quelques ouvriers, mais la mairie de Paris, qui avait quand même des observateurs, lui ont dit tout s'est arrêté après le départ de la délégation de la mairie de Paris. Il leur a fait croire que le chantier n'est pas arrêté, alors qu'il était arrêté. Et là, en présence des gens qui le fréquentaient tous les jours, ils ont vu l'accumulation de ce genre d'ambiguïté, ils se sont mis à poser des questions. Pourquoi le chantier est arrêté? Il ne répond pas. Alors, le premier vendredi, le deuxième, troisième, celui qui pose la question une troisième fois, reçoit en début de semaine, après le vendredi, une lettre recommandée qui lui annonce qu'il n'est plus membre de l'association. Lui, il exclut d'autorité les membres qui posent trop de questions. Et c'est après leur avoir reconnu qu'il a collecté une forte somme, dont le montant est annoncé à peu partout, et le chantier est arrêté. Il dit il n'y a pas d'argent, le chantier n'a même pas quitté le sous-sol, où est parti l'argent? C'est ce qui les a amenés à vraiment la mort dans l'âme, à renoncer à leur révérence qui durait depuis 25 ans, et à porter plainte contre lui. Et ils ont fini par le condamner en 2015, vers novembre. Et personnellement, il y a une radio qui s'appelle Radio France Maghreb, dirigée par un certain Tarek Mami. Je lui ai envoyé moi-même tout le jugement. Jusqu'à maintenant, il ne l'a pas annoncé. Il a fallu que ce soit Mediapart qui annonce ce jugement. Parce que toutes les autres stations communautaires ont une réserve. Quand ils ont entendu parler de 1 million d'euros, je crois 10 millions, ça inspire une révérence. Ils espèrent en profiter d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ne veulent pas en parler. Donc, ça donne une information digne des systèmes de parti unique de nous. L'information est télévisée, elle dépend de considérations autres, etc. Or, le 28, alors, quand il a tout perdu, parce que c'est très compliqué. Il a créé des associations culturelles, des associations socio-culturelles, et il a créé le poste de président d'honneur en faisant rédiger par des avocats, bien sûr, bien payés, le nouveau statut qui donne les pleins pouvoirs au président d'honneur.
qui n'est pas le cas dans les autres associations. Et au moment du procès, on a appris que les membres de cette association qui ont le vrai pouvoir, aucun d'entre eux ne résidait en France. Il y en a un qui est dans les Émirats, un autre en Espagne, un autre en Allemagne, sauf que chaque qui était à Paris, donc ils décidaient tout ce qu'ils voulaient. Et le jugement de 2015 a annulé toutes les décisions unilatérales et autoritaristes qu'il avait prises depuis 2013 et ils lui ont retiré toutes les prérogatives. Mais alors, il restait la mairie de Paris qui était très généreuse avec lui au moment où il s'est mis à reconstruire la mosquée de la rue de Tanger. Ils lui ont donné un grand chapiteau à la porte de la Villette. Mais quand les autres ont gagné le procès, maintenant, ils ont élevé jusqu'au 3e étage. Ils ont relancé les constructions. Ils font une collecte le vendredi et dépensent ça durant la semaine pour construire. Et ils ont ouvert le sous-sol pour la prière. La mairie de Paris a été mise au courant. Ils ont dit il n'a plus besoin de chapiteau. Ils lui ont demandé gentiment de sortir du chapiteau, libérer le terrain qui appartient à la mairie. Il n'a pas voulu. Il a fallu une autre plainte de l'association qui l'a fait quitter, avec l'appui de la mairie de Paris, et ça, le jugement a été rendu le 28 août. Donc, alors, il reste une question d'ordre financier où sont partis les 18 millions d'euros. D'après le tombeur, qui a vraiment... il a été diffamé par un avocat berbériste de la mairie de la banlieue parisienne. Parce que les autres avocats, là, ils ont découvert des mensonges, ils ne défendaient plus. Il a fait venir quelqu'un qui s'appelle Hassan Taleb, un avocat qui est croisé, un musulman pratiquant, mais qui, à mon avis, l'a défendu sans bien connaître la totalité du dossier. Et il y a une enquête d'ordre financier confiée à un grand juge financier, c'est d'elle que des grands scandales financiers là-dessous de Mitterrand, qui cherche à savoir s'il y a un contentieux. Et là, on est réduit, moi, je traite de certitude, mais dans des situations opaques comme ça, on est obligé de faire des hypothèses, de désigner quelques pistes. La piste la plus intéressante doit partir de l'information selon laquelle deux colonels qui se sont succédés à le colonel Touferi, d'ailleurs proche parent de Touferi, qui était à l'ambassade à Paris, lui ont déconseillé de construire une nouvelle mosquée, lui ont dit « Boubacar est sur le départ, on va te nommer à ta place. » D'accord. Donc avec une promesse comme ça, on n'a pas besoin de perdre du temps avec les entrepreneurs de ciment, etc. Et ils lui ont présenté un entrepreneur algérien qui est dans le 7e arrondissement, dont le parcours ressemble un peu à celui de Ali Haddad. Ali Haddad a commencé à la tête d'une petite société du bâtiment. Il a fini archi-milliardaire à la tête du FCE, le Forum des chefs d'entreprise, c'est-à-dire le MEDEF algérien. Et il se retrouve à la prison d'Al-Haddad. Et donc, c'est cet entrepreneur qui a multiplié les factures, les lignes pour les autorisations, il faut à chaque fois. Il lui signait des chèques sans réfléchir. Et il n'est pas impossible que l'entrepreneur, c'est le protégé du DRH, ait reversé quelque partie aux deux colonels. À mon avis, c'est la piste la plus probable. Le ministère de l'Intérieur confirme que la mosquée de Paris les a testés pour voir la réaction du bureau central des cultes en cas de candidature de Kessal. Parce qu'il faut au moins... Et un des responsables du bureau central des cultes que j'ai interrogé personnellement l'a confirmé. Et il leur a dit, oui, lui, c'est pas tout à fait net, il y a quand même quelques doutes sur le plan financier, mais pas des montants exorbitants, on peut l'accepter. Donc ça donne une idée de la morale relativiste laïque, qui diffère beaucoup de la morale islamique fondée sur ma yuskiruka kathiruhu faqaliluhu haram. Si on vole un petit montant, c'est aussi grave que un grand montant. Or, la morale laïque a dit non. Ils étaient prêts à l'accepter.
Et donc, voilà, malgré ça, le OIF, l'équipe de l'OIF, ils ont enregistré des vidéos sur YouTube qui le défendaient et qui diffamaient les gens qui ont porté plainte contre lui. Ils se sont ridiculisés alors qu'ils venaient de perdre le procès. Eux disaient non, le frère Keshab, les victimes, on l'accuse indûment de complicité avec le terrorisme. Et c'est quoi le Il a fait croire aux uns et aux autres qu'il serait victime d'une cabale qui lui collerait l'accusation de complicité avec le terrorisme. Parce qu'un des frères Kouachi avait prié à la mosquée de Stalingrad. L'imam n'est pas responsable de ce que font les fidèles. Bon. Mais lui, il a utilisé ça comme prétexte pour dissimuler tous les autres reproches concernant son autoritarisme et son manque d'opacité pour Monseigneur Gaillot est venu, moi je l'ai vu dans le... En tout cas, il y a une décision de justice maintenant, M. Sadr Sallam, qui a été définitive. Qui sont définitives. Mais il y a certains bavards de l'UOIF qui diffusent la nouvelle selon laquelle il aurait gagné le procès. Mais est-ce que ce sont des décisions définitives ou bien ils feront l'objet d'un appel? Non, la décision de 2015, il n'a pas fait l'objet. Il y a eu appel, mais il a perdu en appel. D'accord. Et celle-là, même, il a très peu de chance. La mairie de Paris soutient le plaignant pour lui retirer le chapiteau, mais lui, sa chute a été définitive en 2015, en fait. Puisque il revenait pour continuer à être invité dans les iftar ministériels, à l'instance de dialogue, à la Fondation de l'Islam de France, qui fait croire qu'il a gagné. Normalement, ce sont ceux qui l'ont évincé qui devraient être gagnés, c'est les plus être invités, c'est les plus légitimes. Mais écoutez, donc quoi qu'il arrive, donc il y a une série d'émissions qu'on va essayer de développer avec un grand nombre d'intervenants quand même par rapport à cette, comme on l'a dit, hein, ça fait un certain temps, je l'ai dit moi-même personnellement avec ces recteurs hein, qui font l'objet de beaucoup de critiques, souvent fondées, avec des vidéos, avec des éléments à charge, avec des factures qui sont falsifiées. Il y a beaucoup de choses, hein, il n'y a pas que côté algérien, mais aussi côté marocain, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elles sont assez nombreux. Mais sachez-le, l'émission Arc-en-Ciel, il fera toute la lumière sur ces recteurs et surtout leur passé qui est très inquiétant afin que toute la vérité soit faite et que tout simplement l'islam de France soit géré par des gens compétents et non souvent, comme ils disent, beaucoup de monde, des anciens malfrats, ce qui est vraiment dommageable pour l'islam, dommageable pour l'image des musulmans ici en France, mais aussi dommage entre les relations France et pays d'origine de ces musulmans. Voilà. On a beaucoup révélé une partie des turpitudes de Béchari. Et on n'a pas fini, mais Keshab, c'est beaucoup plus compliqué que Béchari. Enfin, je dis lui l'ancienneté, parce que ça commence en 60. Là, vous m'étonnez, là. Oui, mais maintenant, c'est très en rapport avec Béchari, puisque la destination privilégiée de Keshab quand il va en Orient, c'est les Émirats, c'est pas le Qatar. D'accord, donc il y a une relation avec les Émirats maintenant. Il faisait une émission sur la Shariqa là-bas. D'accord. Il était amené par la filière des frères musulmans qui défendent de tout ce qui est émir pétrodollars. Et moi, je suis persuadé que le Cheikh Nouaimi, si Keshab avait reconstruit sa mosquée, Nouaimi n'aurait pas éprouvé le besoin d'aller à Ivry. Il aurait commencé par Keshab. Oui, c'est une erreur stratégique. À leur disposition depuis le début. C'est une erreur stratégique. Oui, donc ça nous renvoie à Béchari. Mais lui, il est beaucoup plus retard que Béchari. Vous le savez, monsieur Sallam, quand souvent ces gens qui ont de l'argent, hein, donc souvent sont pas assez renseignés pour qu'ils choisissent des beaux chevaux, parce que on choisit des gens qui ont un passé lourd et reconnu, comme vous l'avez bien dit, qui trahira. Je pense la leçon est vite vue. Donc, moralité de l'histoire, tant mieux quelque part parce que les musulmans de France ont besoin
de musulmans de France pour gérer leur culte à la française ici en France. Oui, mais la conclusion, la principale, c'est que Keshaf a sévi pendant 40 ans quand il considérait que les musulmans sont naïfs, ils reviennent à la prière après, et qu'ils vont se faire pardonner, donc ils sont dociles, manipulables, fatalistes. Mais là, c'est le signe qu'il y a une opinion musulmane, dirigée par le frère, dans le cas de Keshaf, c'est le frère Ahmed Douali, dont je vous recommande l'invitation, parce qu'il vous donnera beaucoup plus de détails que moi, qui avait une révérence illimitée pour Keshaf. Mais au vu de la multiplication des ambiguïtés, des mensonges, des dissimulations, et c'est dans la douleur qu'il a rompu avec cette révérence et qu'il a porté plainte. Porter plainte en France, c'est très compliqué, la justice, parce que le procès, ça remonte à 8-9 ans, hein. Et maintenant, tous ces islamo-affairistes devraient réfléchir à l'émergence d'une opinion musulmane qui se réclame à la fois de l'esprit critique français et du Amr bil Ma'rouf et Nahy al-Munkar islamique. Et les choses ne seront plus comme avant. On ne peut plus vivre de l'islam là comme il l'a fait. J'ai oublié le détail, le document qui a fait condamner Keshaf. Moi, je l'ai lu dans le Parisien libéré en 97. Alors, les ouvriers ne lisent pas le Parisien. Il a créé une société commerciale dont il a fait augmenter le capital social de 40 000 francs à 4 millions, c'est-à-dire multiplié par 100, et dont il détenait 50% des parts. Ça signifie qu'il a apporté de l'argent frais à raison de 200 millions, alors qu'il n'a jamais travaillé en France. D'où lui vient. C'est ce document trouvé par l'avocat qui a permis sa condamnation en 2015. C'est-à-dire mêler le commerce à la prière, alors que le Ghazali dit وَالتِّجَارَةُ بِالْمَسْجِدِ عَلَى الدَّوَامِ مُنْكَرٌ مَكْرُوهٌ شَدِيدُ الْكَرَاهِيَّةِ. Elle porte atteinte à la sakina et la toma'nina de la prière autant que le mouchardage des mukhabarat, parce que quand on sait qu'il y a 6 ou 7 services de renseignement qui fliquent les fidèles, vous vous méfiez de votre voisin de droite et de votre voisin de gauche. Alors que d'habitude, on lui dit taqabballah, on prend un café, on lui fait confiance. Et Tijara, c'est la même chose, parce que on est sur ses gardes. Parce que les mosquées, lui, il vendait les livres à l'entrée de la salle de prière. Donc, quand vous rentrez dans une salle de prière, vous êtes entre les mains de Dieu. Vous avez l'abandon total, alors que la mentalité commerciale, pour ne pas se faire avoir par les escrocs de couronne et de ces prétendues librairies islamiques, vous êtes sur vos gardes. Écoutez, M. Sadaq Salam, je peux finir cette discussion avec cette, je crois que c'est une verset, hein. Inna Allah yumhil wa la yuhmil. Ah, absolument, oui. C'est Sadaq Salam. Zamano Keshaf. Zamano Keshaf. Ma salama, c'est Sadaq Salam. À très bientôt. Voilà. À très bientôt. Ma salama, Sidi. Ma salama. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, la chronique.